Pour ce deuxième temps dans l'histoire des tentatives de résolution du conflit israélo-arabe, 1967-1979, je parle de moments westphaliens et clausewitziens. Alors, on justifie d'abord l'emploi de ces qualificatifs. Westphalien, car la dynamique de résolution s'inscrit ici dans une logique presque exclusivement interétatique, principalement ici l'Égypte et Israël, accompagnés par les États-Unis. Et la modalité interétatique de la paix, c'est par excellence le traité de paix. Clausewitzien, parce que dans la recherche d'une résolution politique au conflit, la guerre a toute sa place, mais une guerre limitée, avec un objectif diplomatique précis pour l'Égypte, la restitution d'un territoire perdu. On est bien dans un schéma clausewitzien où la guerre est la continuation, ou, comme ici, le prélude à la politique. Alors rentrons dans le détail factuel de cette séquence. Elle commence par la montée en puissance de l'Égypte. L'Égypte de Nasser, le Raïs, le leader charismatique de la cause arabe, depuis qu'il a proclamé la nationalisation du canal de Suez en 1956. L'Égypte nassérienne bénéficie par ailleurs d'un soutien de plus en plus appuyé de l'URSS. C'est l'Union soviétique qui finance le barrage d'Assouan, ce chantier qui a nécessité le déplacement des temples d'Abou Simbel, et c'est l'URSS qui fournit les armements nécessaires à la montée en gamme de l'armée arabe. Pour Israël, la menace paraît imminente lorsque l'Égypte retire son consentement au déploiement des casques bleus présents dans le Sinaï, comme vous le savez, depuis 1956. Et c'est donc dans ce contexte qu'éclate la guerre des 6 jours, la troisième guerre israélo-arabe, le 5 juin 1967. Alors on peut la caractériser de deux manières. Une guerre préventive avant l'heure, c'est-à-dire fondée sur une lecture extensive et abusive du principe de légitime défense, autorisé par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Une guerre préventive, donc, est aussi une blitzkrieg, une guerre éclair. En 6 jours, comme on le voit sur la carte, le territoire contrôlé par Israël est multiplié par 4. Dans le détail, ce qui restait de la Palestine, c'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie, avec Jérusalem-Est, et le Kotel, le mur occidental ou mur des lamentations, auquel les fidèles juifs n'avaient plus accès depuis 1948. Alors on a à droite une photo fameuse où les parachutistes israéliens arrivent ébahis au pied du mur des lamentations, ce qui restait donc de la Palestine d'un côté, plus 2 territoires gagnés aux dépens des pays arabes voisins, le plateau du Golan, d'une part, pris à la Syrie, toujours occupé aujourd'hui et d'ailleurs unilatéralement annexé en 1981, et la presqu'île du Sinaï, d'autre part, pris à l'Égypte, ce qui amène Tsahal, l'armée israélienne, sur les rives du canal de Suez. Pour l'Égypte, la perte du Sinaï se double donc d'une perte plus dramatique, peut-être encore, la perte d'exploitation du canal. La fermeture du canal va durer jusqu'en 1975. Au final, une victoire éclatante qui renforce en Israël la thématique du peuple élu, entretient l'idée de l'invincibilité de Tsahal, bref, une situation peu propice à la logique de compromis, le compromis étant, pour ainsi dire, dans les relations internationales, la matière première de la diplomatie. Du côté égyptien, par contre, la défaite, l'humiliation même, précipite la chute de Nasser. Pour son successeur, Sadat, la récupération du Sinaï, et donc la réouverture du canal, passe par la recherche de la paix avec Israël. Et dans une perspective toute clausewitzienne, la recherche de la paix commence par le déclenchement de la guerre. La quatrième guerre israélo-arabe commence par une attaque surprise des armées arabes le 6 octobre 1973, le jour du Yom Kippour, le Grand Pardon, une des principales fêtes du calendrier religieux juif. En dépit de la contre-offensive israélienne, les succès initiaux des armées arabes ont non seulement lavé l'affront de 1967, mais surtout ont ramené les dirigeants israéliens à un certain sens de leur vulnérabilité. Tsahal compte 2500 morts et le quart de son équipement militaire a été détruit.
Et l'inenvisageable est arrivé, qui a fait voler en éclats ce mythe de l'invincibilité israélienne. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. On regardait la télévision et soudainement, nous avons vu une image incroyable. Un groupe de soldats israéliens, sales, débraillés, assis par terre, les mains sur la tête, alors que des militaires arabes, hilars, les entouraient. C'était une image incompréhensible. Dans le Sinaï et sur le plateau du Golan, Israël finit par résister à l'offensive arabe, mais au prix de 2500 morts et 11 000 blessés. C'est un véritable électrochoc pour la société israélienne qui se réveille de la torpeur où l'avait plongée la victoire de 1967. Le but de l'offensive surprise d'octobre 1973 n'était donc pas tant de reconquérir militairement le Sinaï que de rééquilibrer le rapport de force, condition indispensable à l'ouverture de négociations. Comme dans la guerre des princes du XVIIIe siècle, la guerre n'est que la continuation, ou ici le prélude, à la politique, à la diplomatie. Alors le processus de paix est mis sur les rails sous le parrainage des États-Unis, trop heureux d'arracher l'Égypte à l'influence soviétique. Et le premier pilote du processus, c'est le secrétaire d'État Henry Kissinger, qui vient tout juste de négocier les accords de Paris, mettant fin à la guerre du Vietnam en janvier 1973. On peut noter que Kissinger a soutenu une thèse en 1954 sur le système diplomatique du Congrès de Vienne entre 1812 et 1822. Les notions d'équilibre des puissances et de système westphalien sont au cœur de sa formation intellectuelle et de sa pratique d'homme d'État. Alors après plusieurs années de négociations, le processus de paix connaît un coup d'accélérateur en 1977 et on retrouve ici les trois étapes que vous connaissez. Novembre 1977, voyage de Sadat à Jérusalem et discours historique à la Knesset, le Parlement israélien, où le président égyptien vient offrir la paix contre la restitution des territoires, tous les territoires occupés depuis 1967. Septembre 1978, les accords de Camp David, signés par Menahem Begin, Anwar el-Sadat et Jimmy Carter, des accords qui prévoient 2 cycles de négociations parallèles, l'un devant conduire à une paix israélo-égyptienne et l'autre devant conduire à une autonomie palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. Et mars 1979, avec la signature du seul traité israélo-égyptien, il s'agit donc bien d'une paix séparée, en ce sens que la restitution du Sinaï est finalement dissociée des négociations quant à une éventuelle autonomie des territoires palestiniens. La décision unilatérale prise dès l'année suivante, en 1980, de faire de Jérusalem la capitale, je cite, éternelle et indivisible de l'État d'Israël, en dit long sur les perspectives d'une réelle prise en compte des aspirations palestiniennes, à l'heure où, par ailleurs, la colonisation israélienne, notamment en Cisjordanie, s'amplifie en prenant une coloration de plus en plus religieuse et nationaliste. Pour conclure sur cette deuxième partie, dont la thématique générale pourrait être faire la paix par les traités. Mais le traité de paix est une modalité éminemment interétatique de faire la paix. Elle fonctionne d'ailleurs puisqu'elle met fin au cycle des guerres israélo-arabes. Des guerres israélo-arabes, on passe en effet, pour la troisième partie de notre réflexion, au conflit israélo-palestinien. Appliquer la modalité du traité pour régler non plus une guerre interétatique, mais un conflit asymétrique, est-ce que ça peut fonctionner? Négocier un traité asymétrique en quelque sorte, c'est ce que sont finalement les accords d'Oslo. Est-ce que ça a du sens? C'est ce qu'on verra dans cette troisième partie.